Alors, bienvenue à tous et à toutes et bienvenue pour cette 393e rencontre Lille. Et ce soir, on a donc la chance de recevoir Cathy Jurado pour son roman Nous tous sommes innocents aux Forges de Vulcain, évidemment aux éditions aux Forges de Vulcain avec David Molmans, l'éditeur, fondateur, légendaire éditeur qu'on apprécie tant ici. Bienvenue à tous les deux déjà. Je suis ravi de vous recevoir pour un texte qui une fois n'est pas coutume, est un texte plus ancien qui date de 2015, qui est réédité aujourd'hui. Et on en parlera aussi, David, pour quelle raison? Puisqu'il a clairement une survivance, il y a clairement une survivance du texte à travers la folie et à travers ce qu'on en fait. Euh, J'aimerais déjà savoir, avant de parler de ce roman, David, c'est finalement en 2015, comment t'es arrivé ce texte? Qui est si particulier, qui a une voix particulière, qui fait parler un individu également qui est connu pour certains d'entre nous peut-être, pour d'autres pas, on en parlera évidemment. J'aimerais savoir déjà la genèse, finalement, comment t'es parvenu ce texte, qu'est-ce qui t'a séduit dans l'écriture de Cathy Jurado, a aussi de très belles notions en poésie, pour le coup. Tu publies aussi de la poésie, avec notamment Ursula Le Guin. Qu'est-ce qui t'a fasciné dans l'écriture de Cathy et pourquoi l'avoir réédité aujourd'hui? Alors merci Anthony, merci à tous et à toutes de votre accueil. Euh, alors, je vais vous raconter ce dont je me souviens. Donc il y a toujours un risque que la légende prenne le pas sur la vérité. Et donc j'invite Cathy à corriger après, ou peut-être pas à corriger, à donner son point de vue. Moi, avant d'être éditeur, j'étais enseignant. Et j'ai enseigné la philosophie, j'étais chercheur en philosophie dans différentes universités. Et mon tout premier métier rémunéré, c'est que j'ai fait des ateliers d'écriture pour des étudiants américains pour apprendre le français. Et je me suis mis à lire sur les ateliers d'écriture. Et quelques années après, alors que parce que j'avais enseigné aux États-Unis, c'est là-bas que j'avais commencé à enseigner. De retour en France, j'ai commencé une thèse sur les processus de création. Sur mon temps libre, j'ai lancé les Forges de Vulcain. Et je faisais ça les soirs et les week-ends. Et un jour, on a eu une offre de la région Île-de-France à l'époque pour développer un projet technologique lié à l'édition. Et moi, j'ai proposé comme projet un projet sur les ateliers d'écriture. Parce que les ateliers d'écriture, c'est intéressant, mais ça a quelques petits défauts techniques auxquels je pense que les nouvelles technologies apportaient une réponse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont timides, donc ils peuvent être plus à l'aise dans un atelier virtuel que dans un atelier réel. Il y a parfois, il y a des gens qui vivent isolés géographiquement, tout simplement, donc assister à des ateliers d'écriture, c'est pas facile. Donc, il y avait plein de raisons, voilà. Donc, on a eu un financement pour développer un projet technologique qui s'appelait DraftQuest. Je précise que tout ça a un rapport avec la soirée voilà. Et pendant le reste de la soirée, je parlerai moi, mais voilà, c'est. Et donc, on a fait un atelier d'écriture en ligne à plusieurs reprises qui s'appelait DraftQuest, qui était ce qu'on appelait un MOOC à l'époque, M-O-O-C et pas M-O-O-K. Donc, il y avait des sortes de conférences, des forums, voilà. Et à la fin, on a proposé lors d'une des saisons de DraftQuest de faire un appel à texte. Parce que je me disais qu'au lieu de faire euh, d'avoir une simple boîte à manuscrits comme on a toujours, on reçoit plein de textes par la poste. Là, on avait une communauté plus limitée, qui était de gens qui étaient extrêmement déterminés par l'écriture, curieux d'écriture, c'est-à-dire la démarche était très différente. Et on a reçu beaucoup de textes, souvent des textes assez achevés qui tenaient la route. Et à cette époque, grâce à ce financement public, les Forges avaient pu recruter une assistante éditoriale. Alors, je précise qu'assistante éditoriale, c'est pas une assistante, c'est quelqu'un qui assiste le processus d'édition. Donc, en fait, c'est un peu une éditrice junior qu'on avait, qui s'appelle Viviane Duguigny. Et je précise ça parce que quand on est une petite maison indépendante qui commence, généralement, personne n'est salarié. Et donc, on a pu avoir Viviane, qui était une jeune professionnelle avec nous. Et elle repère dans la pile à manuscrits un manuscrit. Et elle me dit, celui-là, il est très, très, très au-dessus des autres. Et c'était le manuscrit de Cathy.
Et l'apport de Viviane est pareil, resté là parce que Viviane a beaucoup travaillé avec Cathy sur le texte. Je pense que c'est un des premiers textes sur lesquels Viviane a été vraiment éditrice et pas simplement parce que souvent les assistants éditoriaux, assistantes éditoriaux, c'est des gens qui passent un peu les plats, c'est-à-dire qui servent à faire fonctionner une machine, mais qui sont jamais en première ligne. Et elle a vraiment été avec moi en première ligne sur ce texte. Elle l'a accompagné, elle l'a porté, elle l'a soutenu pendant des années. Et voilà, donc on doit beaucoup, voilà. Alors peut-être que j'aurais fini par repérer le manuscrit parce que moi, j'avais pas commencé par ce manuscrit-là dans la pile, mais voilà, la raison pour laquelle ce manuscrit a plu à alors je sais pas exactement pourquoi il a plu à Viviane, juste parce qu'elle a bon goût peut-être, mais moi, qui avait retenu mon attention, il y a plusieurs éléments, mais je pense qu'ils reviendront dans la discussion ce soir. C'est que comme j'avais travaillé sur les processus créatifs pendant ma thèse, j'avais beaucoup lu sur ce qu'on appelle aux États-Unis l'outsider art, c'est-à-dire parfois l'art de gens qui n'ont pas de culture en histoire de l'art ou qui n'ont pas fait d'école d'art. Parfois, on appelle ça l'art de la folie. Donc, outsider art et art de la folie, c'est pas exactement la même chose. Mais ce sujet-là m'intéressait. Et l'autre chose qui m'a intéressé dans le roman, c'est que comme beaucoup de Français, j'ai des grands-parents qui étaient agriculteurs. Et, euh, et en fait, passant beaucoup de mes étés dans le nord de la Provence chez eux, j'avais vu ce monde. Alors même si moi j'ai grandi dans les années 80 et pas comme le héros du roman dans les années 50-60, je voyais la disparition du monde paysan en France et tout le coût psychique que ça avait pu avoir en 50 ans, on est passé les paysans, c'est un peu le centre ou le cœur d'une grande partie de la société et c'est devenu un monde complètement secondaire. Bon, ces deux points-là, c'est pas les points principaux du roman, je précise, mais souvent les manuscrits attirent l'attention par un point parfois un peu secondaire et puis finalement on se laisse prendre et voilà. Et on l'a publié parce que on était que deux dans l'équipe à ce moment-là. On a trouvé que c'était un roman fantastique, que c'était un premier roman, qu'il avait une plume unique, que c'était un roman extrêmement, comment dire, avec une vraie langue, parce que Cathy, elle est aussi poète et donc poétesse, et donc elle a enfin, un sens unique de la langue. Et voilà. Et la raison pour laquelle on le republie, c'est parce que la valeur d'un roman ne s'atténue pas avec le temps et qu'il faut travailler le fond. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile dans l'édition française. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un collègue sur le fait que quand moi j'étais étudiant, le livre de poche, par exemple, c'était vraiment le fond. C'est-à-dire, moi, en tant qu'étudiant, je lisais quasiment que des livres de poche. Et le livre de poche, dans ma tête, c'était les livres qui avaient atteint une certaine reconnaissance, renommée, qui étaient là pour rester. Et en fait, ce que beaucoup de lecteurs, lectrices ne perçoivent peut-être pas, c'est que le livre de poche en 25 ans a un peu changé de rôle et maintenant ne fait plus ce travail de fond, ou assez rarement. C'est-à-dire le livre de poche est devenu quelque chose qui est très centré sur l'actualité, ce qui fait que presque tout le secteur de l'édition est centré sur la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté. Les nouveaux auteurs, les nouveaux auteurs. Un auteur ne marche pas, on le dégage. Un livre ne marche pas, on le dégage. Alors qu'en fait, euh, l'histoire de la culture, l'histoire des lettres, c'est fait de beaucoup de titres qui n'ont pas immédiatement marché. Alors, je précise quand même que le roman de Cathy a été notre premier roman à marcher. Voilà, donc c'était quand même une belle expérience en librairie. On avait reçu beaucoup de coups de cœur à l'époque, mais voilà, il faut trouver des moyens de faire vivre sur le long terme les textes qu'on pense être des vrais textes nécessaires, et donc faire des nouvelles éditions de ces textes. Voilà. Eh bien, parfait. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que tu le fais. C'est ça qui est aussi à noter. Mm. Et celui-ci, il y a une préface de Cathy qui est rajoutée également avec évidemment son expérience 10 ans plus tard par rapport à ce texte-là. Alors, Cathy, bonsoir. Bonsoir Alors, et est-ce que déjà tu as merci de des... m'accueillir, Avec Anthony. grand Ouais. plaisir. Est-ce que
Est-ce que déjà tu as des choses à rajouter à l'histoire de David? Parce que, il y a peut-être des zones grises. Non, David a une tendance à romancer. Il n'a pas encore fait lire son premier roman, mais il fait du roman tout le temps. Mais là, je dois dire que c'est vraiment assez proche de ce que moi j'ai vécu. Et puis, enfin, je pense que c'est intéressant de souligner cette histoire-là d'édition parce que pour moi, c'était vraiment une aventure. C'était mon premier livre publié. C'est jusqu'à ce jour mon premier et mon seul roman, puisque par ailleurs, j'ai publié uniquement de la poésie depuis. Et je considère vraiment que j'ai eu beaucoup de chance, à la fois parce que il y a eu cette histoire de l'atelier d'écriture en ligne, où bah, évidemment, c'était très particulier comme rencontre. Le texte, il existait déjà, il a été retravaillé pendant les ateliers d'écriture que proposait David en ligne. Donc c'était un petit peu triché de ma part, parce qu'évidemment, il y avait une trame du roman qui était déjà en train de s'écrire. Euh, et ça m'a permis en fait d'avoir la chance de le faire lire véritablement, ce qui était très compliqué quand on n'est pas du tout voilà, dans les réseaux. Moi, je revenais du Maroc. C'était très compliqué de pouvoir faire lire ce texte. Et puis ensuite, la deuxième grande chance dans cette histoire, c'est la rencontre avec Viviane Dugini, qui a effectivement joué un rôle majeur pour moi, à la fois pour ce livre-là, dans l'échange qu'on a eu, mais aussi de manière générale dans l'écriture, parce que simplement par ses questionnements, par sa sensibilité, elle m'a permis de prendre conscience de tout un tas de mécanismes d'écriture qui étaient jusque-là à l'état inconscient, et donc de pouvoir les cerner, de pouvoir aussi faire des choix réels, et pas simplement me laisser porter par l'écriture telle qu'elle venait. Donc c'est vraiment une expérience qui m'est encore utile aujourd'hui et qui m'a permis de poser des bases de travail voilà, et donc ce sont des rencontres en fait. L'écriture, c'est toujours des rencontres, et d'ailleurs l'histoire de ce livre, c'est beaucoup de rencontres justement à l'origine. Par rapport à cela, Cathy, tout à l'heure, David parlait de style, de langue. Tu es professeur agrégé de lettres, donc forcément, tu pars avec un gros avantage sur la langue, c'est évident. Comment ces deux fonctions arrivent à cohabiter ensemble sur le travail de la langue notamment, sur un travail, j'imagine, parfois académique, de l'autre côté peut-être universitaire, et Mm. de l'autre côté encore, on a la littérature. Est-ce que tu distingues les trois? Est-ce que le travail de la langue, la réflexion est différente lorsque tu exerces ces deux ou trois fonctions? Alors, en réalité, il y a une casquette de plus qui fait le lien entre mon travail d'enseignante et mon travail d'écriture, c'est que je suis aussi animatrice d'ateliers d'écriture. Depuis quelques années, je me suis formée à l'université d'Aix-Marseille. Alors, même si j'ai toujours fait des ateliers en classe avec mes élèves, je me suis vraiment formée pour en faire avec tout un tas de publics différents. Voilà, depuis des enfants de primaire jusqu'à, je crois que le doyen, c'était 99 ans dans un EHPAD, et donc avec des publics dits empêchés, hein, c'est pas un joli mot, mais voilà, ça dit bien les choses. Et donc cette pratique d'animation d'ateliers d'écriture, pour moi, fait le lien entre la transmission, voilà, qui est du côté de l'enseignement, et puis l'écriture en elle-même, les mécanismes de l'écriture. Et en fait, voilà, effectivement, être professeur de français, c'est un avantage dans le rapport à la langue parce qu'on a appris à la connaître en profondeur. Et en même temps, ça peut être un gros inconvénient aussi parce que quand on est animé depuis toujours par l'admiration pour les grands écrivains, pour la littérature classique, etc., c'est quand même très castrateur, hein. C'est-à-dire que pendant longtemps, moi, enfin, j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours eu une pratique d'écriture depuis le collège, on va dire, mais pendant longtemps, je me disais, c'est Proust ou c'est rien, quoi. Voilà. Donc, il y a aussi ce côté-là qui est compliqué quand on écrit. Et pour moi, il y a vraiment d'abord un goût de la langue depuis toujours, un goût de la poésie, voilà, que je transmets aussi à mes élèves. Et donc, pour moi, enseigner la littérature, c'est aussi faire écrire, faire pratiquer cette langue et permettre aussi aux autres de s'autoriser à écrire. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais Ça y répond. Avant de parler de Jeannot, j'aimerais savoir, est-ce que tous les deux, vous avez eu la tentation de retoucher le texte, ou en tout cas d'y annoter certaines choses, de corriger,
David, notamment avec les 10 ans qui ont passé, avec l'expérience que tu as accumulée en tant qu'éditeur. Cathy également avec le recul que tu as pu avoir sur ton texte pour le digérer, pour l'intégrer. Est-ce que vous avez eu la tentation de le retoucher ou pas? Je pense pas qu'il ait été retouché. Je n'ai pas vu la première édition, mais à mon avis, connaissant David, je pense pas. Est-ce que vous avez eu cette tentation-là? David, je te laisse répondre. Alors, moi, j'ai pas eu cette tentation. Il faut voir que c'était un texte qui était extrêmement maîtrisé dès le début, en fait. Donc, il n'y a pas eu pétimento, c'est-à-dire des choses qu'on avait faites, qu'on avait voulu défaire, ou voilà. Avec l'expérience, le texte est resté en moi. Moi, je l'ai relu plusieurs fois. Il m'est arrivé de relire juste des passages. Euh, En fait, le temps n'émoussait pas sa justesse, sa beauté. Euh, donc moi, j'ai pas été tenté de le retoucher d'une façon ou d'une autre. Euh, le travail éditorial a consisté plutôt à essayer de penser un écrin un tout petit peu différent, mais pas trop différent parce que le texte se tient très bien par lui-même. Le monde autour avait changé. Donc parfois, c'est le monde autour qui change et qui nécessite des changements, pas dans le texte, mais dans le livre. Et c'est ce qu'on a fait. Finalement, c'est une réédition que je trouve, alors ça n'engage que moi, et je vais me lancer des lauriers, mais très simple et très élégante, c'est-à-dire que ça a permis de l'intégrer dans une maquette d'Elena Vieillard. Ça a permis à Cathy de mettre un petit texte au début qui donne un peu de perspective, mais sinon, le texte en soi, c'est-à-dire que quand je dis qu'il faut travailler sur le long terme, le texte, euh, on n'est pas encore 150 ans après la publication où on peut faire un apparat technique qui fait 150 pages. Et voilà, ça c'est des gens le feront peut-être un jour, j'en suis certain. Mais, euh, mais en fait, pour l'instant, non. Peut-être dans 10 ans, dans la réédition pour les 20 ans, il faudra se poser ce genre de questions. Mais non, moi, ça m'a pas tenté. Cathy? Non, moi, j'ai pas du tout. Enfin, à aucun moment, j'ai pensé à ça. Quand David m'a parlé de la réédition, j'ai pas du tout pensé à retoucher le texte. Non pas parce que je le considère comme parfait. Enfin, on peut le travailler à l'infini, hein, un texte, c'est. Voilà, mais parce que c'est aussi une vision du monde. David a raison de parler du monde parce qu'il y a le livre et il y a le livre dans le monde. Donc ce livre-là, c'est une vision du monde aussi à un moment, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est évident que je l'écrirai pas de la même façon sur plein d'aspects. Et au premier titre, je dirais que la langue serait différente encore. Voilà, elle serait sans doute euh, elle serait autre parce que aujourd'hui, enfin, je travaille surtout en poésie et j'essaie enfin, j'essaie avec ma langue de poésie de traverser le monde, voilà, qui est ce qu'il est aujourd'hui et voilà, qui est très difficile à vivre pour beaucoup de gens, qui est un monde qui se décompose et donc la langue se décompose aussi, voilà. Et donc, effectivement, je pense il y a une facture qui reste dans l'histoire de Jeannot, la mienne, il y a une facture assez classique que j'ai voulu comme telle aussi. Et donc pour moi, c'était important que le texte continue à exister comme ça. Très bien, parfait. Ton roman, on va rentrer dans le vif du sujet à présent. Ton roman, il s'inspire donc d'un fait réel, celui du plancher de Jeannot. Alors, je ne connais pas finalement le degré de connaissance de cette œuvre en France. Peut-être que vous en savez davantage. Est-ce que véritablement c'est une œuvre et une histoire connue plus que d'habitude, je ne sais pas. Vous y répondrez peut-être tous les deux. C'est ce plancher donc qui est gravé par un paysan béarnais qui s'appelle Jean Crampy Broucaré, dit Jeannot au début des années 70 et qui est donc découvert par Guy Roux, qui n'est pas l'entraîneur de la J Auxerre, mais bien un psychiatre passionné d'art brut. J'aimerais savoir finalement, Cathy, comment tu as découvert cette histoire. Tu t'es plongé dans l'affaire en 2009, donc déjà 6 ans avant l'écriture, enfin avant la publication du roman. Qu'est-ce qui t'a touché dans cette histoire et comment l'as-tu découverte? Mm.
Alors, en fait, j'ai commencé à écrire en 2009, mais la rencontre avec cette histoire de Jeannot, donc avec le fait divers, elle remonte à 2007, je crois. C'est aussi lié à mon métier d'enseignante, puisque j'étais dans un lycée du sud de la France à ce moment-là, et j'ai invité un éditeur des Cévennes, Encre et Lumière, qui travaille avec voilà, des lettres en plomb, qui fait son propre papier artisanal, etc. Et donc, je l'invite à venir présenter à mes élèves de seconde son travail, les objets qu'il fabrique, puisqu'il fait beaucoup de livres d'artistes. Et donc, il vient et il expose des livres. Et parmi ces livres, il y en a un, bah, je vous l'ai retrouvé dans ma bibliothèque pour vous le montrer. C'est celui-ci. C'est le livre justement qui contient le texte de Guy Roux, qui raconte ce que ce psychiatre a pu rassembler d'informations autour de Jeannot. Et en fait, ce qui me frappe, c'est, vous voyez peut-être, enfin, je ne sais pas quelle est la qualité de l'image, mais sur la couverture, il y a une fenêtre et on a une photo du plancher dans ce livre qui est un détail. Et en fait, je ne sais pas si on voit très bien avec le reflet, mais sur cette photo qui est prise vraiment de très très près, la surface du bois, les écailles du bois font vraiment penser tout de suite à une peau. À une peau qui est, voilà, avec lorsqu'on a le poil hérissé, une sensibilité comme ça du corps. Et donc, ça m'a vraiment intriguée. Je lui ai acheté le livre et je l'ai lu dans la foulée. Donc, j'ai lu le récit, qui est un récit clinique, on va dire, que fait Giroud de l'histoire de Jeannot. Voilà. En tout cas, ce que Giroud savait à l'époque et aussi ce que Giroud était autorisé à dire à l'époque. C'est-à-dire, finalement, très peu de choses. Et quand je prends connaissance de cette histoire, ben, ce Jeannot s'est mis à me hanter, c'est-à-dire que j'y pensais sans arrêt, je rêvais même de lui et la nuit, je le voyais en rêve, je l'entendais me parler, donc c'est pas le genre de choses qui m'arrive habituellement. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui effectivement me parle, qui vient me percuter quelque part, et je me suis dit, il faut faire quelque chose avec cette histoire-là. Tout de suite, ce qui m'a happé, c'était ce besoin que j'avais, cette envie, ce désir vraiment fort de lui donner une voix. Peut-être on reviendra sur cette idée de donner une voix après. Et donc, j'ai commencé tout doucement le travail du roman, c'est-à-dire à la fois prendre la trame du fait réel et essayer par la fiction, par l'écriture, par la langue, de venir dans les trous du réel, dans les trous de cette histoire-là, parce qu'effectivement, on en savait très peu. Alors, il y a quelques mois, je suis allée à Paris voir le travail de Jeannot, et donc c'était très émouvant. On peut en reparler après si vous voulez aussi. Et surtout, j'ai découvert à cette occasion le visage de Jean Crampil-Broucaré et son nom, que je ne connaissais pas au moment de l'écriture. Et donc, c'était une situation assez déstabilisante de mettre enfin un visage sur celui dont j'avais rêvé et que j'ai imaginé dans mon roman. Voilà. Et justement, vous parlez dans la préface du choix du romanesque et non du documentaire ou même de la poésie. On aurait aussi imaginé cela peut-être. Alors à l'époque, je ne sais pas si vous aviez publié des textes poétiques, je suis pas sûr, je suis pas Pas encore, certain. non. Ouais, Non. voilà. Pour se lancer dans un tel premier roman, en principe, les auteurs de premiers romans donnent beaucoup d'eux-mêmes, beaucoup d'intimes. Là, ce n'est pas le cas, a priori. Vous allez peut-être nous dire, je ne sais pas, mais en tout cas. Qu'est-ce qui vous a véritablement fasciné au point d'en faire un premier roman et non pas une autre œuvre? Mm. Alors, c'est c'est intéressant cette question, Anthony, parce que on m'a souvent fait cette remarque quand le livre est sorti il y a 10 ans, euh, que les écrivains, souvent, leur premier texte narratif est autobiographique, inspiré de l'histoire familiale, etc. Et que là, c'était pas le cas. Et effectivement, au début, je disais oui, c'est tout autre chose. Et puis, au fil du temps,
plus le texte s'est décanté en moi et plus je me suis rendu compte que en réalité, c'est bien aussi mon histoire, c'est bien l'histoire familiale, etc., qui est dans ce livre. Même si tout de suite, délibérément, par exemple, la jeune femme dont Jeannot est amoureux, Odette, porte le prénom de ma grand-mère maternelle. Donc, il y a quelque chose qui, voilà, qui s'ancre aussi dans l'histoire de ma vie. Et puis, ce monde paysan en déshérence, c'est aussi, comme le disait David, hein, on a tous, au départ, on vient tous de familles qui étaient liées à la terre. Et donc, il y a aussi quelque chose de mon côté qui est comme ça. Après, il y a deux choses, je crois, dans l'histoire de Jeannot qui tout de suite ont appelé l'écriture. C'est d'abord la solitude de cet homme, la solitude et le silence dans lequel il a vécu toute sa vie, avec ce que je pouvais sentir, moi, dans le récit de Giroud, de ce besoin de s'exprimer et de s'extirper de sa condition première. Je connais un petit peu ces familles de paysans taiseux où l'émotion n'a pas sa place, où on n'a pas les mots et même lorsqu'on les a, ils ne sont pas partageables. Donc ça, c'est la première chose, cette solitude humaine insupportable. Et puis ensuite, il y a le lien entre ce qu'on appelle traditionnellement la folie, parce que c'est un mot fourre-tout bien pratique pour y mettre tout un tas de choses, et puis la création artistique. C'est-à-dire que pour moi, très clairement, le destin de Jeannot, c'était le destin d'un homme qui était fait pour, euh, pour s'exprimer dans l'écriture, dans le partage avec d'autres êtres humains de ce qui pouvait l'occuper autre que son travail de la ferme. Et c'était quelqu'un qui aspirait clairement à dépasser sa condition par une forme d'art. C'est ce qu'il a prouvé d'ailleurs au moment de sa mort. Et la manière dont la société l'a empêché, l'a enfermé dans un rôle, l'a conduit à ce qu'on appelle une forme de folie, hein. Alors après, voilà, les psychiatres discutent encore pour savoir est-ce qu'on parle de paranoïa, schizophrénie, etc. Je crois que c'est pas très intéressant en fait. En tout cas, pour moi, c'est pas intéressant. Ce que j'y vois là, c'est la douleur brute qui, à un moment donné, fait qu'on on, on n'a plus les pieds sur le plancher, justement. Et Jeannot, il a fait quelque chose de son plancher. Voilà. J'ai beaucoup pensé pendant tout le livre, mais notamment au début où ses parents l'empêchent. Vous avez parlé d'empêchement, ses parents l'empêchent de faire beaucoup de choses, notamment de devenir instituteur, et l'empêchent également de cette passion amoureuse avec Odette. Est-ce que c'est pas ce roman, est-ce que ce n'est pas une sorte de plaidoyer pour chaque parent pour éviter d'empêcher ses enfants de faire quelque chose ou de devenir quelqu'un? Hmm. Oui, clairement, il y a la question de la liberté. Mais alors, par rapport à cette famille, justement, qui va l'enfermer, voilà, qui constitue un lien, mais un lien au sens où, voilà, c'est la corde qui attache aussi, hein. Pour moi, clairement, il y a quelque chose de la tragédie. Et c'est pour ça aussi que le livre est construit en 5 actes comme une tragédie antique ou une tragédie classique, parce que pour moi, il y a clairement une évolution dans la vie de Jeannot et que c'est l'accumulation, en fait, des fatalités contre lesquelles il se débat et contre lesquelles il ne parvient pas à agir, qui vont le conduire en fait au pire et jusqu'à la mort. Voilà. Et en même temps, il fait de ça une œuvre d'art, il fait de ça un mode d'expression. Voilà. Donc, pour moi, la famille, d'ailleurs, il y a cette comparaison dans le livre avec la famille des Atrides, c'est tristement célèbre, justement, et qui porte tant de figures tragiques qui ont été aussi très, très fertiles dans la littérature ou même en psychanalyse, etc. Et puis donc, on en parlait de cette histoire d'amour avec Odette, extrêmement belle et à la fois extrêmement silencieuse.
Je vais lire un passage, j'ai rarement vu une telle beauté dans un passage amoureux silencieux. On voit rarement d'ailleurs l'amour silencieux. C'est extrêmement rare en littérature de le voir ainsi. Et là, je vous cite, personne ne les a jamais entendus parler, mais on voyait bien, nous, qu'ils étaient les rois, que rien ne pouvait leur arriver. Il passait entre eux quelque chose d'invisible et de ténu comme un souffle, quelque chose d'implacable et de fort, comme ce qui lie les vieux couples que l'on voit passer le soir, courbés, se soutenant mutuellement, ayant chacun dans le cœur le souvenir simultané et immense de tous les instants passés ensemble, sauf qu'ils avaient 18 ans. Je trouve que leur amour, leur passion, leur amour silencieux, et je pense que c'est le terme exact, vous le décrivez à la perfection et vous arrivez à en faire quelque chose d'extrêmement noble, sensible. Et j'aimerais savoir où vous avez creusé pour choper, entre guillemets, cette passion amoureuse entre ces deux gamins. Mm. Mais merci en tout cas du partage de cet extrait. Oui, dans le roman, cette relation-là, elle est extrêmement importante parce que elle va à la fois construire Jeannot et le détruire lorsqu'il sera obligé d'être séparé d'Odette. Où j'ai creusé, c'est compliqué. Euh, c'est Parce qu'on est d'accord, Cathy, qu'il n'y a concrètement les informations que vous aviez sur cette affaire, sur cet homme, sont extrêmement minces. La Mm, police voulait justement éviter de localiser le village pendant des années. mm. Concrètement, comment vous avez réussi tu as réussi, pardon, à avoir un fait réel, à ne pas tromper la vérité, à ne pas potentiellement tromper cette histoire familiale, et en même temps arriver à creuser dans les vides. Bah, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a happé dans cette histoire-là, c'est ce qui est proprement humain. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense que ce que Jeannot a vécu, beaucoup d'hommes et de femmes l'ont traversé à des degrés divers et avec des issues diverses. Mais pour moi, ça parlait profondément de quelque chose d'humain. Et donc, à la fois, enfin, peut-être qu'on pourra revenir là-dessus aussi, parce que c'était un peu l'objet de ma préface. Je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais trahir Jeannot ou pas, trahir son histoire ou pas. Parce que Jeannot, personne ne l'a jamais interviewé, en fait. Jeannot n'a pas eu la parole. Et donc, ce qui nous reste de lui, c'est ce qu'il nous a laissé, c'est-à-dire cette œuvre gravée sur son plancher. Et, et, et du coup, cette œuvre-là, il appartient à chacun de faire en sorte qu'elle rejoigne notre humanité à un endroit. Et donc, alors, il y a des historiens d'art qui vont l'observer et qui vont élaborer des interprétations. Il y a des psychiatres ou des psychanalystes qui vont tenter de comprendre les mécanismes qui ont amené Jeannot à graver et puis qui vont essayer d'interpréter le texte aussi en faisant entrer Jeannot dans des cases de maladie mentale, etc. Et puis, il y a moi, il y a les lecteurs, il y a aussi d'autres artistes qui ont écrit sur le plancher de Jeannot, parce qu'il y a aussi d'autres autrices qui ont été happées par cette histoire et qui en ont fait quelque chose. Et je pense que c'est aussi le propre de la littérature, c'est-à-dire que à un moment, évidemment qu'il ne faut pas voler une histoire. On a vu dans l'actualité littéraire, il n'y a pas très longtemps, des scandales autour de ça. Voler une histoire de quelqu'un qui est vivant sans son consentement, etc., et aller en faire quelque chose qui peut lui faire violence. Pour moi, c'était une forme d'hommage. Voilà, à Jeannot aussi, c'était rendre visible, rendre audible ce qui a fait de lui, à un moment donné, un être humain sensible et qui portait une force de créativité. Euh, pour moi, c'est un petit peu, quand je vois le plancher, ça me fait penser en fait aux traces qu'ont laissées les hommes préhistoriques. Vous savez, l'art pariétal, quand on rentre dans les grottes, on observe des dessins. Alors, il y a eu tout un tas de strates d'interprétation, hein. Tantôt, c'était des rituels de chasse, tantôt, c'est plutôt chamanique, etc. En fait, on n'en sait rien, on n'en saura jamais rien, on peut juste faire des suppositions et on peut juste se laisser percuté par ce que ça nous fait d'observer les traces qu'ont laissées d'autres humains sur ces murs. Et est-ce que finalement, vous,
En fait, en réalité, peu importe la vérité de ce qui se passe, peu importe la réalité de cette œuvre, mais quand vous l'avez vue pour la première fois d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous étiez troublé? Est-ce que vous étiez conquise? Qu'est-ce que ça vous a procuré comme émotion? Et est-ce que ces émotions-là sont transposées également dans le roman? Est-ce que vous avez fait comment dire, un parallèle réel entre votre vision de l'œuvre quand on regarde une œuvre, il peut se passer beaucoup de choses finalement dans un esprit humain. Est-ce que le lien est fait avec le livre ou au contraire, vous avez séparé totalement les deux expériences? Non, en fait, pendant toute l'écriture, quand j'ai écrit le premier jet du roman, j'avais vu seulement des photos du plancher, puisque j'étais au Maroc à ce moment-là, de toute façon. Et puis, je l'ai vu plus tard, quand j'ai pu aller devant l'hôpital Sainte-Anne, où il a été exposé pendant plusieurs années. Euh, et le plancher, l'œuvre était présente tout le temps, pendant le temps de l'écriture. C'était vraiment le point d'aboutissement. C'était le... Mais pour moi, dans l'écriture, c'était le point de départ en réalité. C'est-à-dire que je suis partie du plancher et en essayant d'élaborer ce qui avait pu se passer pour arriver jusqu'au plancher. Et après, oui, je pense que comme tout le monde, quand on voit le plancher, on est extrêmement... c'est une œuvre qui est bouleversante parce que ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est un peu comme une peau euh, voilà, qui transpire les émotions intérieures, qui transpire toutes ces heures que Jeannot a passées à genoux sur son plancher, à le graver, etc., c'est présent. Et donc, ma façon de le transposer dans le livre, c'est... alors, c'est un- on ne spoile pas la fin, David, hein, puisque de toute façon, hein, tout le monde sait comment ça finit, mais euh, c'est la partie finale, justement, ce moment de l'élaboration de l'œuvre qui est sous forme poétique à la fin du livre. Et donc, pour moi, c'était la seule manière de pouvoir rejoindre un petit peu quelque chose comme ce qui avait pu se passer en Jeannot à ce moment-là, avec le souffle, avec le geste, avec la fatigue du corps, avec le choix des outils. Alors là, pour le coup, j'étais complètement à côté de la vérité, puisque dans l'exposition de l'hôpital Sainte-Anne cette année, on a bien vu des outils tout à fait traditionnels qui étaient utilisés par Jeannot. Et moi, j'ai imaginé tout autre chose. Voilà. Et c'est ça qui est en effet fascinant. Je ne savais pas que vous étiez allé la voir récemment et que ça avait fait forcément écho à votre roman et à aux différences qu'il peut y avoir entre l'esprit humain, l'imaginaire d'un romancier et de l'autre côté la réalité d'un artiste et d'une œuvre. Oui, David. Oui. Désolé, je ne trouve pas la petite main jaune en fait, donc voilà quoi. Euh, voilà. Non, c'était simplement pour profiter de l'occasion pour faire un tout petit point sur l'édition. Voilà, c'est que, comme l'a dit Cathy, depuis quelques mois, enfin dans l'actualité, depuis quelques années, on repose la question de ce que les écrivains peuvent dire et comment ils peuvent s'approprier les vies d'autres personnes. Moi, en tant qu'éditeur, c'est quelque chose auquel je suis régulièrement confronté. En tant qu'enseignant d'édition parfois aussi, euh, c'est ma position, c'est qu'en fait, il faut bien distinguer le rôle de l'écrivain et le rôle de l'éditrice ou de l'éditeur. C'est-à-dire que l'écrivain écrit sur ce qu'il veut, parce qu'il écrit souvent en suivant une sorte de nécessité naturelle. Et après, c'est au rôle de l'éditeur, l'éditrice, de l'arrêter s'il le faut. De l'arrêter une fois, de dire, voilà, tu l'as écrit, mais il faut pas le publier. Voilà. Ou on peut pas le publier, ou il faut retoucher. Et, et au moment où Cathy est arrivée avec ce texte, on s'est déjà à l'époque posé beaucoup de questions. Alors je pense qu'on s'était posé beaucoup de questions parce que justement, Viviane Dugini et moi, on était juniors d'une certaine façon. Donc on s'est posé plus de questions et on s'est posé des questions que certains éditeurs et éditrices devraient se poser et oublient de se poser. Donc on s'était posé beaucoup de questions. Et ce qui est intéressant, c'est que 10 ans plus tard, moi j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. C'est un sujet qui revient souvent sur ce qu'on peut faire, ce qui est moral, ce qui est pas moral, ce qui est euh, ce qui relève d'une sorte de déontologie de l'édition, ce qui voilà. Et en fait, je me suis
profondément reposé la question il y a quelques mois, au moment de préparer cette nouvelle édition, à l'aune de tout ce que j'ai appris, de toutes les affaires sur lesquelles j'ai pu me pencher, ou voilà, est-ce que ma position sur ce texte a évolué? Eh bien, elle n'a pas du tout évolué, même pire que ça. Je pense que c'est un très très bel hommage. C'est un texte qui, comme le dit Cathy, part d'un objet d'art, part d'une bribe de renseignement. Et en fait, son point névralgique, enfin non, son point d'équilibre, c'est vraiment de redonner la parole à quelqu'un qui a été privé de cette parole. Donc, il y a, en fait, ma fierté de publier ce texte est encore plus grande maintenant qu'il y a 10 ans. Et, mais c'est intéressant, comme que le disait Cathy, qu'en fait, en 10 ans, les connaissances qu'on a sur l'histoire vraie de Jeannot ont augmenté. Ça peut être intéressant de se documenter dessus, mais fondamentalement, ça ne change pas l'expérience esthétique, l'expérience intellectuelle du roman. Et ça prouve justement que le roman, il y a 10 ans, était particulièrement, comment dire, sincère, bien senti, bien pensé, parce qu'en fait, il s'appuyait pas vraiment sur la vie de Jeannot. Il s'appuyait sur quelque chose qui, à travers Jeannot, était plus fondamental, même s'il y avait eu 7 personnes en particulier, finalement, ce qui apparaît dans le roman est quelque chose de plus vaste, en fait, que Jeannot. Et, et donc, pour moi, ce texte, c'est presque le modèle de ce qu'on peut ou on ne peut pas faire, enfin, de ce qu'on peut faire quand on est dans la littérature du réel. Parce que depuis 10 ans, il y a eu un vrai retour de la littérature du réel en librairie, avec parfois des situations extrêmement problématiques et qui auraient pu être évitées avec un peu de philosophie morale, en fait, ou de sens éthique du côté des uns et des autres. Très bien. Tu as eu raison de le dire. On va parler de la ferme, notamment des passereaux, qui est florissante dès le début du texte. C'est Jeannot qui, en tout cas, met beaucoup d'énergie là-dessus. Le père qui achète les dernières innovations techniques. Euh, et puis, tout le monde se balade, ou presque, avec un fusil. On a vraiment l'impression que c'est un monde extrêmement... Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler violent, mais extrêmement rude, pour le coup. On est dans les années 50-60, un petit peu avant la guerre d'Algérie dont on parlera juste après. Qu'est-ce qui se trame dans cette ferme, dans cet univers, dans ce paysage paysan? Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez des liens finalement, que vous connaissiez finalement beaucoup de choses de ces familles-là. Comment vous pourriez le décrire pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre? Quelle ambiance règne, quelle atmosphère règne dans cette ferme? Euh, alors pour moi, c'était vraiment donc la ferme des Passereaux, c'était vraiment le lieu justement de la tragédie et un univers effectivement très violent parce qu'il porte les stigmates de l'histoire, à la fois l'histoire familiale, donc la petite histoire, qui reste jusqu'au bout mystérieuse, mais on comprend quand même un certain nombre de choses hein, qui se trament entre les personnages. La question des violences familiales aussi. Et puis la grande histoire avec une sorte d'héritage noir de la Deuxième Guerre mondiale et du passage des Allemands dans la zone. Voilà. Et donc, on va petit à petit repérer dans les relations entre les membres de cette famille que certains dysfonctionnements sont directement liés à ce qui s'est passé au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, par rapport à cet univers paysan, pour moi, l'élément majeur, c'est le silence. C'est l'incapacité à communiquer. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les émotions n'ont pas de place et que la famille devient un clan. Hein, alors ça va ça va éclater au moment de la mort de la mère, hein, de Joséphine. Mais voilà, c'est un clan dont on ne sort pas, dont on ne peut pas se détacher.
Et je crois qu'il y a beaucoup de familles qui pourraient aussi se reconnaître dans ce fonctionnement-là. Ça m'a évidemment fait beaucoup penser à Marie-Hélène Lafon, qui en parle aussi Mm. extrêmement bien de ce monde paysan, de ses silences, de ses ruptures intrafamiliales. Mais j'aimerais qu'on parle de cette voix de Jeannot, parce que tout à l'heure, tu as évoqué justement cette voix qui peut-être te trotte dans la tête depuis déjà 10 ans, voire plus. Comment on vit avec un tel fantôme, avec une telle présence au sein même de la littérature, mais également dans la vie de tous les jours? Tu es une sorte euh, comment dire, de relais de sa parole, de son art, de ce qu'il a écrit. C'est extrêmement puissant comme quand on prend un petit peu de hauteur, je trouve ça extrêmement puissant comme symbole, comme symbolique d'un auteur qui prend la parole pour remplir les vides d'une vie, remplir les vies d'un artiste. Comment on vit avec ça? Comment on arrive à transmettre sans trahir, c'est ce qu'on disait également tout à l'heure, mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu as réussi à faire parler cette voix en essayant d'être la plus juste possible et la plus pudique aussi. Je trouve que le livre, il est extrêmement pudique sur ce qu'il ressent. Euh, Comment as-tu réussi ce pari fou? Bah, je ne sais pas s'il est réussi, mais en tout cas, je pense que pour moi, il y a une chose importante dans l'écriture, hein, c'est la question de la sincérité, c'est-à-dire d'essayer d'être au plus près de ce qui nous semble euh, raisonner au sens de l'écho en soi, et d'essayer voilà, d'aller au plus près de ça. Et je pense que, en tout cas pour moi, être juste, c'est à cet endroit-là. Et puis après, ben, la question du comment, c'est toujours, pour moi, c'est toujours, la réponse, c'est toujours par la langue, en fait, par le travail de la langue. En essayant de trouver, ça a été pour moi vraiment l'endroit du travail le plus, comment dire, j'allais dire acharné, c'est pas le terme, mais en tout cas obsessionnel peut-être. C'était de trouver le langage qui rendait compte de ce qui était à la fois l'intériorité de Jeannot, mais une intériorité, peut-être c'est pour ça que tu sens de la pudeur, une intériorité qui reste toujours difficile à atteindre et qui reste toujours finalement l'autre, hein, voilà, donc c'est Jeannot, c'est à la fois, il est à la fois quelque part en moi, c'est aussi un petit peu moi, et en même temps, il est l'autre absolu. Donc c'était trouver un petit peu le jeu entre ça. Après, la question de donner une voix aux autres, pour moi, c'est rester, en fait, même au fil des publications en poésie, c'est rester dans mon écriture le, le lieu du sens. C'est-à-dire que peut-être parce que par ego, etc., j'ai besoin d'un prétexte pour m'autoriser à écrire, hein, s'il y a peut-être de ça aussi, mais en tout cas, j'ai envie de penser que mon rôle d'autrice, il est là, il est de faire entendre les voix qui sont silenciées. Et donc, par exemple, j'ai écrit un petit peu après Nous tous sommes innocents, un recueil de poèmes qui partait de rencontres avec des réfugiés à la frontière franco-italienne à Menton. Et donc, j'ai écouté ces gens, j'ai noté beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai fait un texte en poésie qui est un texte qui est une sorte d'odyssée pour donner à entendre la voix de ces réfugiés, de ces personnes qui malheureusement font de la Méditerranée aussi un cimetière. Il y a eu aussi l'aventure des Gilets jaunes. J'ai coécrit avec Laurent Tinès, qui est aussi poète et qui est mon compagnon, un livre sur les Gilets jaunes, pour faire entendre la voix de ces hommes et de ces femmes qui étaient sur nos ronds-points pendant 3 ans. Et puis maintenant, ce qui me traverse beaucoup, c'est la question des voix de femmes voilà, que l'on n'a pas entendu pendant si longtemps. Et voilà, donc tout ça, dans l'écriture, il y a quelque chose comme ça pour moi, et qui rejoint aussi mon travail en atelier d'écriture, de donner aux autres la possibilité d'écrire et de faire entendre à leur tour des voix. Et puis, il y a également le choix des dates, ou en tout cas des événements, puisque tu situes le roman
un petit peu avant la guerre d'Algérie, les événements d'Algérie, puisqu'il y a effectué son service militaire et qu'il y a des lettres également à l'intérieur du roman. Alors je ne sais pas si elles sont réelles ou pas, je Non, ne pas pense du pas, tout. hein, je pense Non. pas, mais ça paraît en tout cas extrêmement crédible pour le coup. Euh, Pourquoi tu as décidé de... En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est comment un romancier, et notamment là en l'occurrence, comment tu choisis les époques avec lesquelles tu fais traverser ton personnage. C'était pas forcément une évidence, pour le coup. On sait peu de choses de lui, donc on sait en effet qu'il a fait son service militaire en Algérie, donc ça peut aider clairement pour situer le personnage. Mais en quoi ça oriente finalement son parcours et en quoi tu as décidé de le diriger vers cette expérience? Alors oui, effectivement, pour moi, c'était un point dans l'histoire vraie de Jeannot qu'il était hors de question de laisser, de passer sous silence parce que, tout comme d'ailleurs la Deuxième Guerre mondiale, hein, euh, parce que pour moi, la guerre, et en particulier la guerre d'Algérie, ce sont des espaces-temps euh, qui creusent les silences. Voilà. Et alors, d'un point de vue personnel, je le sais, puisque dans ma famille, la guerre d'Algérie est très présente. Et je sais à quel point c'est quelque chose qui a creusé le silence, justement. Voilà. Donc, pour moi, c'était un endroit où Jeannot allait peut-être recevoir le coup fatal qui allait ensuite le faire sombrer. Cette guerre d'Algérie, c'est resté, et je pense que ça l'est encore un peu aujourd'hui, même si voilà, il y a tout un tas de choses qui ont été faites dans le langage, dans la mise en mots, etc. Moi, quand j'étais lycéenne, on ne parlait pas de la guerre d'Algérie, on parlait des événements d'Algérie. Et donc, voilà, ça rejoint peut-être la question aujourd'hui de ce mot de génocide qui fait tant parler. Voilà. Et moi, je travaille la langue et je pense que les mots que l'on met sur les choses, ça influe, ça change le monde, en fait. Voilà. Et donc, cette guerre d'Algérie, elle a été complètement ignorée, elle a été complètement masquée dans les conséquences que ça a eu dans beaucoup de familles françaises. Euh, Au-delà, bien sûr, du massacre et des tortures d'Algériens, hein, mais directement dans nos familles en France, c'est quelque chose qui a pu emporter beaucoup voilà, de relations. Et ces jeunes qui sont partis en Algérie, dont on ne sait pas ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont pu commettre aussi, et ils reviennent avec ce fardeau-là, hein. Donc moi, je crois beaucoup aussi à cette histoire de transmission intergénérationnelle, non pas dans le sens ésotérique du terme, hein, mais que le fardeau historique, il est présent. Voilà. Eh bien, c'est le moment d'un premier extrait que tu nous liras, Cathy. Oui. C'est à toi. Alors, bah, en fait, heureusement, j'en avais choisi trois parce que le premier, c'était Odette et Jeannot. Désolé. Et du coup, voilà, je vais vous en lire un autre. On parlait tout à l'heure de la ferme et de l'ambiance familiale. Et donc, c'est un tout petit passage où il ne se passe pas grand-chose, mais pour faire sentir un petit peu voilà, comment ça se trame dans la famille. Dans cette histoire, la plus coupable, en réalité, c'est Claudine. Enfin, s'il doit y avoir une coupable, ça, on ne le saura pas, ou alors trop tard. Elle a 7 ans de plus que Jean. On croit qu'elle est l'aînée silencieuse et vaillante qui a pris en charge la famille quand le père a commencé à perdre les pédales, puis quand Jeannot est parti à l'armée, quitte à devenir vieille fille. Ça, c'est le côté joli de la môme. Mais c'est aussi celle qui a quitté le navire, après, quand le père est mort et que tout a foutu le camp. Et ça, c'est moins beau, forcément. En fait, elle est partie tout de suite quand le père s'est pendu, juste après la dernière voltige du vieux. Le lendemain de l'enterrement, elle a fait son baluchon. 2 draps que la mère avait brodés autrefois pour lui faire un trousseau, à elle qui n'a finalement jamais trouvé mari.
Une Bible écornée, des fichus et quelques robes. Elle a emballé tout ça dans une nappe à carreaux qu'on utilisait pour manger sur l'herbe l'été, quand on allait au champ un peu loin de la ferme et qu'on ne pouvait pas rentrer pour midi. Elle a tranché un demi-pain qu'elle a ajouté au bagage et elle a noué le tout dans un geste ferme et brutal. Et puis elle a quitté la maison sans dire au revoir. Paul et la mère étaient toutes les deux dans la cuisine en train de trier les haricots. Toutes les deux, elles l'ont regardé faire son nœud, se moucher d'un revers de manche et partir en traînant les sabots. Personne n'a commenté. Il n'y avait rien à dire. Le père n'était pas encore faisandé dans son trou. Elle partait rejoindre Élie. On n'y a plus pensé et la vie a repris, si on peut dire. Un deuil suffisait bien à les occuper pour l'instant. Et maintenant, Jeannot était rentré. Merci, Cathy. J'aimerais qu'on parle du thème de l'innocence qui est évidemment présent dans le titre. Nous tous sommes innocents et non pas nous sommes tous innocents. Ça a aussi une question sémantique ou en tout cas d'un certain vocabulaire que tu vas peut-être nous expliquer. Ça questionne forcément notre lien à la culpabilité. Et ça fait évidemment écho au texte gravé sur le plancher qui est le suivant. Nous n'avons ni tué, ni détruit, ni porté tort à autrui. Mm. C'est peut-être l'une des phrases les plus importantes de cette œuvre, puisque dans l'ensemble, c'est pas si simple de comprendre ce qu'a voulu dire Jeannot. Et ce qu'on saura un jour, je ne sais pas. On pourrait interpréter cette œuvre de manière, je pense, totalement différente. Il y a peut-être un message codé que personne n'arrivera à déchiffrer. C'est possible aussi. Bref, pourquoi avoir justement repris ce thème de l'innocence dans le titre? Ça paraît plutôt extrêmement fort. Parce qu'au final, il y aurait pu avoir beaucoup de thématiques reprises dans le titre. Est-ce que ça s'est posé à l'écriture du livre, à l'édition du texte avec David? Comment vous avez choisi ce titre-là et sur cette question d'innocence, qu'est-ce que tu voulais également transmettre à travers ce mot extrêmement intéressant dans la pensée de Jeannot? Alors, bah, Nous tous sommes innocents, c'est un extrait du plancher, hein. Euh, quand je suis arrivée aux forges avec le manuscrit, lors de la première rencontre avec David et Viviane Dugini, on a discuté du titre. Donc, le premier titre que j'avais voulu donner, c'était Histoire de Jean, pour, euh, pour avoir un titre qui soit extrêmement simple et qui puisse, euh, faire référence à, voilà, c'est un prénom extrêmement banal, ça pourrait être un petit peu à la manière d'un évangile, voilà, un prénom qui renvoie à une histoire un petit peu comme ça, avec une dimension transcendante, ou bien c'était aussi pour moi, Histoire de Jean, voilà, l'idée que tout lecteur pourrait s'identifier à cette histoire-là. C'est une histoire absolument banale et qui se passe voilà, dans un milieu populaire, paysan. Et puis, en discutant, David et Viviane trouvaient qu'il fallait quelque chose de peut-être un petit peu plus percutant. Et c'est Viviane qui a proposé de reprendre un extrait du plancher. Et en fait, elle m'a dit ça, c'était une évidence pour moi parce que c'est, voilà, toujours dans cet objectif de donner la parole à Jeannot, l'idée que les mots du titre soient les mots de Jeannot, c'était vraiment ce qu'il fallait, quoi. Là aussi, on voit bien qu'un éditeur, c'est fort utile quand il a bien perçu, comment dire, quand il y a cette sensibilité au texte qu'ont eu David et Viviane, hein, de vraiment comprendre aussi quel était mon projet avec cette histoire-là. Alors après, sur la question de l'innocence, c'est effectivement un mot qui est central dans le plancher, dans l'œuvre de Jeannot. C'est un cri, en fait. Pour moi, ce plancher, c'est un cri qui dit son innocence. Et c'est une des choses les plus bouleversantes dans le texte du plancher, parce que ce qu'il va pointer, c'est son innocence, celle de sa sœur, euh, face à un monde qui veut les rendre coupables. Voilà. Et moi, je trouve que ça nous parle vraiment de la manière
euh, la famille, la société, la religion, etc., nous accablent parfois, et je trouve particulièrement ces dernières années. Euh, et que faire quand on a au cœur cette innocence, quand on a une forme de pureté, comme je pense celle qui habitait Jeannot, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Comment on se débrouille avec ce truc-là? Et pour Jeannot, ça a été la création d'une œuvre. Donc pour moi, c'était vraiment comment un homme innocent, un homme qui est pur, et finalement comment tout enfant aussi traverse l'existence avec les coups du sort, avec tout un tas de, de souffrances. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a ce déclencheur qui amène à pousser un cri sous une forme ou sous une autre, hein. Ça peut être bien sûr d'autres formes d'art que l'écriture. D'ailleurs, le plancher de Jeannot, c'est à la fois un texte et c'est un objet, encore, enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, qu'il a gravé avec son corps. Donc c'est aussi un texte sculpté dans une matière qui est quand même très particulière, hein. Le bois d'un plancher appartient à la maison, c'est à la fois du bois mort, mais c'est aussi une matière qui est vivante, le bois. Voilà. Et Donc, il oui. me semble que d'ailleurs sur le plancher, il n'y a pas le S à innocent. Est-ce que vous vous êtes posé la question Ouais, sur le titre également de faire ouais, une faute? Alors, c'est pas une faute puisque pour le coup, lui, il ne l'a pas mise. ouais. Entre guillemets, on respecterait l'œuvre presque si on enlevait le S. Est-ce Mm. que vous vous êtes posé cette question? Bah, je sais pas, David, tu peux peut-être répondre sur ce choix? Oui, on s'était posé cette question. Ce qui est toujours délicat, c'est que si on reproduit un texte qui a une faute d'orthographe initiale, ça ne sera jamais perçu comme le respect du texte initial, mais ça sera perçu comme une faute d'orthographe de notre part. C'est déjà, Ça m'a fait penser à Omar Mathieu, par exemple. Mm. voilà, c'est ça. Mm. Alors, Omar Mathieu, c'est devenu iconique grâce à ça. C'est-à-dire, c'est, c'est un élément important de l'histoire judiciaire française des 40 dernières années, quoi, des 30 dernières années. Mais là, on s'est dit que ça poserait trop de problèmes, ça serait, donc on a d'une certaine façon rétabli l'orthographe. Et puis, il y a aussi cette idée que quand Jeannot l'écrit, il dit quelque chose lui, mais que quand le titre est Nous tous sommes innocents, c'est pas juste Jeannot, c'est Jeannot, Jeannot et sa sœur, Jeannot et sa famille, Jeannot et sa société, Jeannot, tous les artistes. Et c'est aussi nous tous. Parce que là où ce texte, pour moi, c'est une sorte de classique contemporain, c'est que c'est un texte qui touche qui est à la fois très ancré dans une histoire particulière, c'est-à-dire 40 ans d'histoire de France, et pourtant ça touche quelque chose de beaucoup plus fondamental qui survivra qui a survécu à cette époque et qui survivra à cette époque. Et surtout d'un point de là où c'est un roman qui est presque en rupture avec une grande partie de la production de fiction contemporaine. Je pense que dans la production de fiction contemporaine, peut-être parce qu'on est influencé par le cinéma et qu'une grosse partie du cinéma crée des héros qui sont des agents qui contrôlent ce qui leur arrive, parce que tout simplement, la fiction, c'est souvent le fantasme, c'est-à-dire on voudrait, nous, contrôler ce qui nous arrive, alors que dans le monde réel, c'est très compliqué de contrôler ce qui nous arrive, et il s'avère que la plupart du temps, on est construit par, oui, par une série d'événements. Quand je plaisante souvent sur le fait que euh, je, je pense qu'au Forge, on a publié beaucoup de très bons textes, mais souvent, on ne les a pas repérés pour les mêmes raisons que les gens vont les aimer. Je pense que le texte de Cathy, en 10 ans, c'est un texte qui est souvent lu, repéré par des gens qui sont fascinés par la force de la voix de Jeannot. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'était la justesse dans l'analyse du déterminisme social et psychologique. C'est-à-dire que c'est ce qui est d'ailleurs quelque chose qui est devenu un gros sujet de préoccupation de la littérature francophone contemporaine, sur comment euh, le lieu où il est né,
la famille, l'environnement professionnel, puis après la guerre d'Algérie, qui est une épreuve collective pour quelques classes d'âge chez les hommes et chez les femmes aussi, hein, même si elles participent pas elles sont pas appelées en fait. Et comment, après la disparition du monde paysan, ou du moins son changement, en fait, on oublie que en 2 générations, les paysans qui représentaient 55% de la population française ne représentent que un peu plus de 2% au bout de 2 générations. C'est-à-dire que c'est vraiment, et la France est sans doute le pays qui a fait la transition d'un monde paysan à un monde tertiaire la plus rapide en Europe. C'est-à-dire, c'est complètement délirant. Donc, il y a quelque chose de, euh, l'innocence, ça veut dire que, euh, en fait, personne ne veut faire le mal, et pourtant, le mal finit tous par nous atteindre, et il y a quelque chose, mais non, mais c'est, comme le disait Cathy, c'est construit comme une tragédie antique parce que c'est le fatum. C'est le fatum de ces familles où on, voilà, si vous voulez écrire une histoire d'Hollywood, Jeannot, un jour, il prend son baluchon, il va dans la grande ville, il ouvre un café par un concours de circonstances, il fait fortune, et voilà quoi, c'est autre chose. Mais il s'avère que dans le monde réel, c'est assez rare. Et pourtant, il y a quelque chose de la... euh, euh, de très puissant existentiellement sur le fait que malgré toutes ces cataclysmes qui lui tombent dessus, il y a quelque chose qui ne veut pas mourir en fait, et qui est ce que Cathy enfin cette voie que Cathy a su retrouver, qui est cette volonté de s'exprimer comme artiste, et qui est la chose cette lumière que l'acharnement n'arrive pas à faire disparaître. Bon, tout ça pour dire qu'on avait décidé de mettre un S parce que sinon, non, mais sinon, je pense qu'il y a des libraires qui m'auraient retourné en disant il y a une faute sur sur la couverture, quoi. Donc, Ouais, c'est évident. c'est aussi simple que ça. C'est que quand je dis que le travail de faire euh, vivre les textes en faisant des nouvelles éditions et donc des nouveaux livres, ça consiste à faire plein de petits choix comme ça, qui sont de comment on fait passer la radicalité du livre, mais on se rend... En fait, la radicalité, c'est bien quand elle est perçue comme une radicalité et pas comme une erreur. Voilà. Donc, peut-être que quand le texte se sera imposé définitivement, on pourra faire une vraie édition définitive où on fera sauter le S, et où tout le monde saura que ça s'écrit sans S. Voilà. Mais pour finir sur cette idée de l'innocence, il y a aussi dans le texte un nous qui est le nous du narrateur. Alors, c'est pas le nous de Jeannot quand il écrit Nous tous sommes innocents, où il inclut effectivement sa famille, notamment sa sœur Paul. Mais ce nous de la narration, pour moi, c'était important qu'il reste un petit peu mystérieux. C'est-à-dire, on sait pas vraiment qui est derrière ce nous. Euh, Souvent, ça recouvre les habitants du village, on va dire, hein, voilà. C'est-à-dire que pour moi, c'était important de montrer le rôle de la société autour de Jeannot, autour de la famille même de Jeannot, dans sa descente aux enfers. C'est-à-dire que j'essaie de montrer ce qu'on a fait à Jeannot collectivement, mais aussi ce qu'on n'a pas fait pour lui. Voilà. Et là, on rejoint cette question aussi de cette thématique qu'on appelle aujourd'hui la santé mentale, hein, et le rôle en fait de la société par rapport à la dégradation de la santé mentale. Et les derniers temps, on voit beaucoup d'articles qui parlent de la santé mentale collective qui se dégrade avec, depuis le Covid, bien sûr, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et les guerres en Europe, etc. Euh, et je crois qu'il y a vraiment une responsabilité collective à prendre en charge ou ne pas prendre en charge, à écouter les voix de ceux qu'on appelle les marginaux, etc. Je pense que les artistes, de manière générale, ils appartiennent à cette catégorie des fous ou des marginaux, de plus ou moins près, selon leur vie, mais voilà. Ce nous, il peut aussi être interprété par les différentes personnalités dans son esprit. Pour le nous du titre. Oui, non, oui,
aussi. Ah oui, tu veux dire, oui, c'est-à-dire il y a une dimension, il y a une caractéristique indéfinie pour Jeannot aussi autour des événements, c'est-à-dire qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Et effectivement, dans mon personnage, en tout cas, je ne peux pas parler du vrai Jeannot, mais dans mon personnage, il y a quelque chose comme une forme de fantasme, oui, de ce qu'on peut lui faire, oui. Et le fait d'avoir adopté un point de vue omniscient, beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins de narration interne, excepté avec les lettres. Et donc il y a deux points internes, c'est les lettres et de l'autre côté l'œuvre d'art finalement. C'est Mm. les deux moments, je crois, où il intervient de manière, enfin en tout cas à la première personne. Est-ce que tu t'es posé cette question-là également pour ne pas peut-être trahir son histoire, Mm. d'extérioriser le point de vue du narrateur? Est-ce que c'est cela? Euh, Ne oui, pas en tout cas pour mm, ne pas personnifier ouais. constamment le Jeannot et essayer, comme l'a dit David, de faire ça de manière beaucoup plus collective et d'arriver à englober beaucoup plus Oui, d'individus. bien sûr, parce qu'il n'y a pas que Jeannot dans cette histoire-là, mais aussi c'est une histoire c'est une question de vision ou de regard en fait sur les choses. Et pour moi, c'était important qu'on ait cette sensation aussi de s'approcher de Jeannot, de qui il est, de ce qu'il anime, et en même temps de rester aussi à l'extérieur, parce que Jeannot, il reste un mystère, encore une fois, et euh, je sais pas, dans la vie, on ne pénètre pas dans l'âme des autres, et on ne peut que en approcher un petit peu à travers leurs gestes, à travers leur voix. Et pour moi, voilà, c'était de cet ordre-là, quoi. Quelque chose d'une forme de justesse et en même temps aussi la pudeur, comme tu disais, de rester à l'extérieur et de donner à voir. Mais même s'il y a des moments où on est dans la tête de Jeannot, mais pas pour entendre ce qu'il dit, euh, mais pour voir à travers son regard un petit peu le monde autour. Et ce qui est très intéressant aussi, on a parlé tout à l'heure de l'innocence, mais si on prend le terme de plancher, il a aussi une connotation extrêmement vaste. Que ce soit le bois, que ce soit la terre, que ce soit le sein même, au sein même de la maison, tous ces éléments sont extrêmement présents dans le texte. Est-ce que tu as aussi vu une sorte de matérialité, ou en tout cas peut-être une métaphore par rapport comment dire, à la condition des agriculteurs? Cette Mhm. notion de plancher, elle est extrêmement puissante, je trouve. Il y a des sortes de symboles clés en fait dans l'intrigue, que ce soit le plancher comme support de mémoire ou la maison comme prison familiale. Il y a quand même des éléments matériaux qui sont extrêmement prégnants et je ne sais pas si c'est conscient ou pas en tout cas, mais on sent ça, on sent le côté extrêmement terreux, le côté extrêmement bas des choses. Je ne sais pas si tu l'as Ouais. ressenti ainsi. Oui, le plancher, c'est vrai, c'est aussi c'est aussi très emblématique de cet ancrage dans la terre, dans le lieu qu'est la maison, parce que la maison, elle a une histoire et elle va être aussi le tombeau de la mère. Donc, sous ce plancher de la maison, hein, il y a aussi un côté très psychanalytique, enfin, ça renvoie à tout un tas d'histoires. Euh, Sous ce plancher de la maison, il y a aussi quelque chose comme l'inconscient, quelque chose comme la violence aussi contenue. Il y a aussi, voilà, alors c'était à la fois Plancher. conscient et inconscient parce que de toute façon, le plancher, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Jeannot qui l'a choisi comme support. Mais je 15 trouve, mètres carrés, on l'a pas dit, voilà, 15 c'est mètres ça. carrés de C'est ça. 80 lignes. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, j'y pense maintenant, mais je ne le connaissais pas à l'époque. David va peut-être m'aider sur le nom de l'auteur. La Maison des Feuilles, qui est un livre extrêmement... Ah oui, Maison des Feuilles de Danielski, c'est une sorte Voilà, de je savais que classique, David... un classique contemporain. Alors, avec cette particularité que, alors de mémoire, je pense que l'auteur est américain. En tout cas, le texte initial est en anglais. Oui, Et la particularité, c'est que l'édition, la meilleure édition, c'est l'édition française
qui est chez Monsieur Toussaint Louverture, parce que pour le coup, c'est un livre-objet presque, qu'on n'a pas nécessairement besoin de lire en entier, c'est-à-dire on est pris un peu dans les méandres de la maison. Et effectivement, c'est vrai que j'avais fait le rapprochement avec ton texte, mais il y a dans les deux cas cette idée que il y a la maison comme espace mental presque. Ouais, c'est ça. C'est Mm. ça, j'y pensais en t'écoutant parce que euh, c'est très dur. En fait, euh, les Forges de Vulcain, c'est une maison d'édition dont les couvertures sont assez pimpantes. C'est des couvertures illustrées. Et en fait, quand on a commencé il y a 15 ans, c'était finalement pas très répandu en littérature générale. Maintenant, c'est devenu un peu dominant. Le premier artiste qui avait fait la couverture de l'édition de 2015, c'était Geoffrey Dorn, qui est un designer assez connu. Donc l'organisation graphique était assez belle, mais l'illustration n'était pas complètement lisible. Et ce qu'on voulait, c'était voilà, et ce qu'on voulait pour la nouvelle édition, l'édition actuelle, c'était d'une part l'intégrer dans la même maquette que notre maquette depuis 2016. Donc une maquette par Elena Vieillard et en fait une maquette, c'est d'une certaine façon un tout petit mode d'emploi d'un texte, c'est comment le faire fonctionner esthétiquement. Et ça s'adresse pas à ceux qui l'ont lu, ça s'adresse à ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et c'est Elena qui a trouvé cette idée quand on lui parlait du texte, de figurer le texte par un plancher qui craque. Avec cette idée que un plancher, bon, ça peut craquer au sens de faire du bruit, mais en fait, ça ne craque jamais vraiment, c'est-à-dire que ça ne s'effondre pas. Le jour où vous marchez sur un plancher et qui s'effondre, en fait, la maison s'effondre, tout s'effondre. Et il y a cette idée que le plancher, on pourrait dire, c'est presque la dernière chose qui tombe dans une maison. Le Mm. toit tombe avant que le plancher tombe. Mm. Si vous avez déjà vu des ruines, parfois des ruines ont encore le Mm. plancher, même si elles n'ont plus le toit. Et là, il y avait cette idée que quand le plancher tombe, plus rien ne fonctionne. En fait, la maison comme espace mental disparaît et c'est une manière d'ouvrir l'espace mental. Dans la maison des feuilles, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une maison dans laquelle les habitants vont découvrir des espaces qui sont cachés, mais qui vont aussi apparaître et disparaître, qui sont mouvants et qui donnent accès à une sorte d'autre dimension. Et c'est un livre vraiment extraordinaire, très très étrange et magnifique. Je vous le conseille si vous avez la chance de ne pas encore l'avoir découvert, c'est fabuleux. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça aussi dans la maison de Jeannot et de cette famille. Euh, la maison tient debout, elle tient la famille et en même temps elle l'enferme. Le plancher, c'est ce sur quoi on est cloué en fait aussi chez Jeannot, hein. On est cloué là. Et puis cette idée de l'effondrement, pour moi, ça dit bien ce récit-là. C'est vraiment le récit d'un effondrement progressif dans un univers qui est presque un univers carcéral en réalité, c'est-à-dire l'univers de la famille et de la société dans laquelle on est contraint. Bah, de toute façon, il y a une tradition de la gravure dans les univers carcéraux classiques. Je ne sais Mm. pas si, quand les uns les autres, si vous avez déjà pu voyager à l'étranger, mais il y a des pays où on peut visiter des prisons. Alors, c'est pas nécessairement du dark tourism, c'est pas nécessairement sordide, ça peut être informatif sans être sordide. Moi, j'y pense parce que, par exemple, à Dublin, c'est très intéressant parce que ça rappelle à quel point enfin, la prison de Dublin, c'était une prison politique, en fait, parce que jusqu'à une période récente, les Britanniques avaient théorisé une approche enfin, raciale en fait des Irlandais et les traitaient comme des sous-hommes. Et en fait, les murs partout, c'est des messages, des poèmes, des cris pour survivre de personnes dont enfin, certaines savent qu'en fait elles ne sortiront pas vivantes de ces prisons. En Oui, effet, c'est vrai, le plancher est gravé comme le mur de la cellule du prisonnier, en fait. C'est ça. c'est vrai. Bien vu. Euh, C'est Cathy qui l'a vu, c'est pas moi. c'est ça. Bien vu tous les deux. Je pose deux questions récurrentes à chaque auteur qui passe ici. La première, c'est celle d'un auteur méconnu, ou en tout cas peu connu, que vous aimeriez remettre en avant,
que vous aimeriez faire connaître à davantage de lecteurs. Qui as-tu choisi ce soir, Cathy? Alors, c'est une question extrêmement difficile, hein. Je suis vraiment super nulle, moi, pour ce genre de quiz. En même temps, j'adore entendre les autres répondre à ces questions-là. Mais alors, en fait, j'ai pensé à deux auteurs qui sont pas du tout méconnus, mais qui sont des auteurs qui m'ont beaucoup nourrie, qui m'ont beaucoup construite et qui ont contribué à ouvrir un peu des portes, puisqu'on peut filer la métaphore de la maison, dans ma maison d'écriture à moi, et notamment autour de ce livre. Donc j'ai pensé à Giono, à Jean Giono, qui est souvent considéré comme un auteur régionaliste à tort, puisque c'est vraiment un auteur d'une puissance incroyable, qui a une langue euh, qui est pour moi une langue magistrale, qui a aussi évolué au fil de ses livres. Et quand j'écrivais Nous tous sommes innocents, il y avait un livre de Giono qui était toujours présent à ma langue, en fait. C'est Un roi sans divertissement. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, qui est un roman, à la fois un roman noir, un roman métaphysique, qui est d'une beauté absolue, qui aborde un nombre incroyable de thématiques et qui a une écriture à la fois extrêmement humble et puissante. Voilà, je ne saurais pas comment le dire autrement, mais c'est vraiment un très grand texte. Voilà. Donc j'ai pensé à Giono parce que je pense que parfois il est un petit peu méprisé ou il est un petit peu méconnu, ignoré. Donc voilà, ça répond peut-être à ça. Et puis sinon, du côté de la poésie, puisque enfin moi je suis vraiment une lectrice de poésie beaucoup. Et alors étonnamment, je cite ce soir deux hommes, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, j'ai réalisé avec horreur que ma bibliothèque était composée à 90% d'auteurs hommes. Et donc, quand j'ai pris conscience, en fait, voilà, de ce conditionnement et de mon ignorance en matière de littérature écrite par des femmes, j'ai complètement basculé de l'autre côté de la force et maintenant j'essaie de ne plus lire que des femmes jusqu'à ce que j'ai rétabli l'égalité dans ma bibliothèque. Donc il y a du boulot. Mais ce soir, je cite deux hommes. Et donc l'autre, c'est un poète contemporain qui est mort il y a quelques années. Il s'agit d'Yves Bonnefoy. C'est pas un auteur qui, alors en général, on connaît un petit peu son nom, mais c'est pas un auteur qui est très lu parce qu'il est considéré comme un auteur difficile. Et moi, j'ai rencontré assez tôt ces textes les plus anciens, donc notamment un recueil qui s'appelle Du mouvement et de l'immobilité de Douve, voilà, qui est une poésie à la fois très proche comment dire, d'une langue métaphysique, puisqu'il était philosophe aussi, hein, Guy Bonnefoy, mais aussi une langue très charnelle, très sensuelle, et qui est très ciselée, qui cherche la précision, en fait, dans le langage. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup formé ma langue de poésie aussi. Très bien, très bien. La deuxième question, c'est celle de se mettre dans la peau d'un personnage de fiction, la plupart du temps. Alors, ça peut être un personnage réel, mais ce serait dommage, il y a déjà beaucoup de choses réelles aujourd'hui. Autant Ouais. aller dans la fiction. Ouais. Pendant 24 heures, dans quelle peau, dans quel corps aimeriez-vous être, Cathy Jurado? Ah, alors, cette question, elle est vraiment passionnante. Et en fait, ce qui m'est venu tout de suite, et je me suis dit, ben, je vais garder ça, c'est Madame Bovary, avec beaucoup d'humilité. D'ailleurs, il y a une citation de Madame Bovary au début du roman, justement parce que c'est un roman pour moi qui dit la violence de l'enfermement et la violence de l'ennui. Voilà. Comme un roi sans divertissement de Genot aussi. Et donc l'idée, c'était de se dire un petit peu ce qu'on pourrait changer si on était dans sa peau, qu'est-ce qu'on ferait, voilà, à la place de Madame Bovary. Donc moi, je m'imagine que, enfin, j'aimerais bien pouvoir être Madame Bovary et pour créer un cercle de copines, un cercle féministe, euh, pour réclamer d'autres conditions de vie pour les femmes à son époque, pour choisir de s'émanciper et de quitter la terre d'où elle vient, l'homme avec qui elle n'a pas vraiment choisi de se marier et pour prendre sa liberté. Et donc voilà, j'aurais envie de faire d'Emma une femme qui, au lieu d'aller vers sa propre mort
parce que la vie était tellement décevante elle soit capable de transformer sa vie. Très bien, très bon choix. En effet, on a envie de retourner dans le passé souvent pour changer les choses. Heureusement, c'est pas toujours le cas. David pourrait le faire parfois. Il y a quand même des super pouvoirs la plupart du temps. Oui, c'est vrai. Eh bien, on va terminer cette rencontre avec un deuxième extrait. Cathy, un Oui. second extrait. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Parce qu'autour de moi, il y a un orage de grêle, donc ça va? On Parfait, m'entend pas. Ok. on entend parfaitement. Ça tombe bien, vous allez voir le début. Il pleut. Il pleut depuis des jours. La terre au dehors est détrempée, formant d'immenses flaques aux abords de la ferme. Il y a 2 jours que Joséphine est enterrée, là, sous leurs pieds. Jeannot va et vient, tantôt à la fenêtre où la pluie ruisselle, tantôt assis sur la première marche de l'escalier, à contempler la trace plus sombre que fait sur le sol l'emplacement de la fosse refermée, la cicatrice des passereaux. Il est planté là, hagard. Dans son crâne résonnent des coups violents qui le brisent. Il voudrait imprimer sa douleur dans le sol comme on creuse sa tombe. Il enfonce son soulier dans la terre qui recouvre le trou où repose sa mère, et il lui semble que la glaise l'aspire avec un bruit de succion. Brusquement, il ouvre la grosse porte de chêne et sort. Le sol de la cour est martelé par des milliers de gouttes qui esquissent un paysage musical. Au-dessus, le ciel est illisible. Jeannot s'approche du puisard. Il est déjà trempé. Son gilet de laine se gonfle d'eau et s'étire dans son dos. Il se penche pour voir les gouttes frapper la surface du puits, là-bas dans le ventre chaud de la terre, celle qui nourrit le maïs et les vignes, et recueille la semence des pendus. Merci, Cathy. Alors, on va faire une petite photo de groupe pour terminer. J'ai oublié de la faire tout à l'heure au moment du premier extrait. Voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. C'est parfait. Merci. Eh bien, il est temps de vous remercier tous les deux. Merci Parce qu'il y a des beaucoup. questions. Merci à tout le monde. Voilà, merci infiniment, Cathy. Et donc, c'est donc pour Nous tous sommes innocents. Il date de 2015, mais il n'a jamais aussi tant résonné finalement qu'en 2025. Et on est bien heureux de cette réédition par David Molmans aux éditions Aux Forges de Vulcain. Un grand texte, un texte qui est pas forcément, qui peut paraître exigeant aussi, mais qui a tellement de qualité littéraire et stylistique que vous ne pouvez pas du tout passer à côté. Et je vous le conseille notamment aussi pour connaître l'histoire de Jeannot, parce que je pense véritablement, je le disais en préambule, je suis pas sûr que cette histoire soit très connue finalement du lectorat français. Je ne sais pas si vous pouvez en dire quelque chose, si vous avez eu des retours par rapport à cela, si les gens sont tombés des nues quand ils ont appris ce fait divers ou pas. Mais en tout cas, personnellement, j'avais entendu parler, mais alors de manière très très lointaine, de ce fait divers. Alors moi, j'ai découvert le fait divers par Cathy, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été médiatisé à plusieurs reprises. Il faut voir que cette année, il y a une médiatisation plus forte grâce aux différentes expositions qui sont à Sainte-Anne, et aussi parce que cette année, c'est normalement la grande cause nationale de cette année, c'est justement la santé mentale. Comme c'est une histoire qui est difficile, c'est une histoire qui est complexe, je parle de l'histoire vraie en fait, euh, je pense qu'elle fascine autant qu'elle inquiète, mais je pense qu'elle va rejoindre les grandes histoires françaises euh, sur la folie, la création, l'oppression familiale, l'étouffement, et puis les transformations de la société française. C'est un peu général, je suis désolé. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les Merci à deux. tous et une belle soirée. Au revoir. Merci à tous. Au Merci. revoir. Merci David. Au revoir.